Bonjour à toutes, à tous. Merci de nous rejoindre depuis différents coins de la planète pour la présentation du livret Enfance de l'avenir en commun. Sujet d'importance s'il en est, car les enfants ne sont pas seulement les citoyens de demain, ils portent des valeurs que nous souhaitons défendre, des valeurs d'entraide, d'harmonie, d'humanité. Nous souhaitons que l'enfant soit respecté dans ses besoins fondamentaux, protégé et considéré comme partie intégrante de la société. Tous les êtres humains, ils ont en commun d'avoir été un jour des enfants. Et tous les enfants naissent libres et égaux en droit. Alors après ce petit préambule, permettez-moi de me présenter. Je suis Karine Lebon, députée de La Réunion, membre du Parlement de l'Union populaire et militante contre les violences faites aux femmes et aux enfants. J'ai été enseignante pendant 13 ans et comédienne également, et j'ai notamment joué dans une pièce sur l'inceste, partie intégrante d'un projet de culture santé qui a beaucoup tourné dans les écoles, les théâtres bien sûr, mais aussi en prison à l'île de La Réunion. Je suis membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation et les sujets touchant à l'enfance ont été des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé tout au long de cette mandature. Donc, justice pénale des mineurs, inceste, protection des enfants. D'ailleurs, ce sont des sujets qui sont également abordés dans le livret Enfance. Donc, ce livret, il est décliné selon 8 axes. Le premier, c'est garantir les droits fondamentaux des enfants. Le deuxième, protéger les enfants contre toute forme de violence. Numéro 3, assumer pleinement nos responsabilités envers les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Numéro 4, une naissance digne. Numéro 5, donner plus de moyens à la petite enfance. Numéro 6, adapter la justice aux affaires familiales aux enjeux concernant les enfants. Numéro 7, garantir des conditions de travail décentes pour les professionnels. Et enfin, numéro 8, œuvrer à l'échelle internationale. Je suis honorée de vous le présenter aujourd'hui en présence des différentes intervenantes. Elles vont tour à tour se présenter, mais je vais tout de même vous dire quelques mots sur chacune d'entre elles. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Claudine Cordani, qui est pionnière en justice, militante de longue date contre les violences sexuelles et sexistes. Elle a rejoint tout récemment le Parlement de l'Union populaire et nous sommes très, très fiers de l'avoir avec nous. Viviane Roche, qui est co-coordinatrice du livret Enfance. Elle est également sage-femme, militante pour le droit des enfants et contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et pour terminer, Janice Santos, référente de la question petite enfance à l'avenir en commun. Elle est également éducatrice de jeunes enfants et maman. Alors avant de donner la parole à Claudine Cordani qui va nous parler de son ressenti sur le livret, de ses impressions, permettez-moi de citer un poème d'André Chédid, Regardez l'enfance, qui nous montre à quel point ce sujet nous oblige et combien notre engagement doit être important sur cette question. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant chemin. Singulier et magique, l'œil de ton enfance qui détient à sa source l'univers des regards. Sur ces bonnes paroles, Madame Claudine Cordani. Oui, merci beaucoup. Effectivement, moi, j'ai bien étudié toutes les propositions du livret pour l'enfance sur lequel vous avez travaillé. Je suis assez scotchée quand je mesure l'énorme travail que vous avez fourni. Je suis très heureuse de voir tout un tas de propositions importantes qui portent sur la police, sur la modification de certaines lois et l'évolution de la loi justement en France, sur le domaine social, sur tout ce que vous avez prévu en termes d'enquête et de statistiques pour aller voir un peu partout ce qu'il se passe, comment cela se passe et comment nous pouvons mettre en œuvre des choses vraiment concrètes. Donc nous allons en parler au fil là, de cette émission. Moi, j'ai noté une foule de points très importants sur lesquels je vais revenir avec plaisir tout à l'heure en vous faisant part très peu, mais un peu de mon expérience et en vous donnant mon regard aussi d'une ex-victime qui a vu une évolution dans la justice en 40 ans. Et ce que vous avez produit est pour moi inédit. Personne dans son programme aujourd'hui n'a mieux fait que vous, n'a autant travaillé ces questions sociétales en profondeur, car évidemment, si nous ne savons pas mettre l'enfant au cœur de toutes les polémiques politiques, cela veut dire que la société aura démissionné de sa mission première. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'échanger ce soir avec vous.
ou ce matin, ça dépend à quelle heure les gens regardent l'émission. Justement, enfin, je crois que c'est assez général, donc vous avez un ressenti très positif, Ah si oui. j'ai bien compris. Et je suis vraiment très contente d'entendre ça, parce que je crois que l'équipe enfance a souhaité faire du mieux possible pour répondre à toutes les questions. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous souhaitez développer? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, je trouve très important qu'au-delà de la France, il y ait mentionné quelque part le Conseil européen. Parce que si l'Europe a été conçue, si les gens ont voté pour cela, c'est qu'au niveau européen, on peut faire des choses. Alors, faisons-les ensemble. Cette question de la préservation, de la protection de l'enfance et de l'enfant est au cœur de toutes les sociétés. Donc, on peut voir ça, c'est vrai, à un niveau français, de façon plus vaste, à un niveau européen et bien sûr mondial, parce que cela touche tous les pays, toutes les sociétés. Donc ça, déjà, ça m'a fait plaisir de, de voir cette largesse d'esprit et d'action. Là où j'ai été très impressionnée, c'est tout ce qui est prévu, par exemple, pour janvier 2023, par rapport à tous vos projets de loi. Je n'ai pas vu plus complet ailleurs. Alors, je peux donner quelques exemples. Stopper la correctionnalisation pour atteinte sexuelle. En effet, le viol est un crime. Donc, ça ne va pas en correctionnel, c'est les assises. Un crime égale les assises. Le viol est un crime égal un viol égale les assises. Donc, il n'y a absolument pas à revenir là-dessus. Grâce à la grande avocate qui a été Gisèle Halimi, ce projet a été porté par une femme, une députée, une femme, en 1900, enfin, c'est devenu actif en 1981. En fait, elle a fait reconnaître et inscrire dans la loi que le viol est un crime. Donc, encore une fois, si le viol est un crime, il n'a rien à faire en correctionnel. Déjà, pour moi, c'est très clair. Créer un nouveau crime qui sanctionne les rapports dont vous proposez également, enfin, nous proposons, puisque moi, je fais partie du Parlement aujourd'hui, depuis peu d'ailleurs, nous proposons de créer un nouveau crime qui sanctionne les rapports sexuels avec mineurs de moins de 15 ans, avec un seuil d'âge de 18 ans en cas d'inceste ou de handicap. Ok, très bien. Moi, je considère qu'en France, on est majeur à partir de 18 ans et qu'on est mineur en dessous de 18 ans et que nous devons tout faire au niveau des lois pour protéger les mineurs le plus possible. Donc, bravo. Faire courir le délai de prescription, donc c'est une loi que vous proposez aussi, à partir de la levée de l'amnésie traumatique. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que aujourd'hui, il est en fait impossible de mesurer le délai dont va avoir besoin le cerveau d'une victime. L'amnésie traumatique n'est pas mesurable en fait. Et c'est très intéressant que vous l'ayez intégré parce que qui peut décider du temps dont a besoin une victime? Personne en fait. Ça se passe au niveau de son cerveau. Ça se passe dans des domaines où la victime n'a aucune prise. Voilà pourquoi une victime est tétanisée pendant un viol. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, elle ne décide pas. Son cerveau décide de la mettre en veille. Donc voilà pourquoi l'amnésie traumatique, oui, il faut laisser le plus de temps possible à une victime. Alors, il faut laisser le plus de temps possible au cerveau d'une victime. C'est même pas à la victime, c'est au cerveau d'une victime le temps d'avoir digéré ce qu'il peut à un moment laisser émerger. Donc bravo pour cette mesure-là. Interdire les atteintes à l'intimité des victimes au cours de l'enquête policière ou par la défense, bien sûr, car en fait, puisqu'on parle de justice et de victimes de viol, il ne faudrait pas non plus que les victimes vivent une double peine, celle d'avoir été victime de viol et celle d'être mal reçue par n'importe quel professionnel dans ce parcours d'accompagnement, de porter plainte, voilà, entre le dépôt de plainte, entre les rendez-vous à l'hôpital, chez le gynéco, entre les retours au commissariat, pour des identifications, par exemple, ou alors lors de tout le processus, il est très important que chaque victime soit accueillie dignement, écoutée dignement,
Et lors du dépôt de plainte aussi au commissariat, parce qu'au commissariat, alors c'est normal dans toute procédure administrative, il y a des fois des choses à respecter. Quand vous portez plainte au commissariat, vous avez droit à un nombre de mots, pas, ni plus ni moins. Enfin, moins c'est possible, mais plus non. Donc ça veut dire, et moi je compte vraiment insister là-dessus, ça veut dire aussi que non seulement il faut que les victimes le sachent et les personnes qui les accompagnent le sachent, dont les assos, dont les personnes comme moi qui, en tant que bénévole, des fois sommes alertées sur Twitter et allons accompagner des victimes au commissariat parce qu'elles sont mineures, qu'elles n'osent pas et parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles elles ne sont pas au courant. Il faut savoir aussi que les termes utilisés sont très importants. Moi, j'ai dû insister des fois auprès même d'une agente de police. Ce jour-là, c'était une femme. Il y a des fois où ça se passe plus ou moins bien, avec des femmes ou avec des hommes. Ce jour-là, c'était une femme et elle voulait modifier les mots que lui disait la jeune femme, enfin la mineure. J'ai insisté pour qu'elle remette exactement les mots que la mineure disait parce qu'ils étaient plus précis et parce que dans un dossier, tout ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi vous avez raison d'insister là-dessus. Parce qu'en fait, plus les victimes sont très bien accompagnées dès le départ, moins la justice dépense d'argent pour l'instruction. On parle d'argent, dans tous les ministères, il y a des questions de budget et d'agents. Plus les preuves sont recueillies, plus les témoignages sont précis, plus l'instruction peut être rapide en étant respectée à tous les strates de la procédure, et moins ça peut coûter cher, et en tout cas plus c'est précis. Donc c'est aider la justice que commencer par un dépôt de plainte honorable et juste dans les termes au commissariat. Est-ce que j'ai le temps d'en développer d'autres? Parce qu'il y en a tellement. J'ai le temps? On va vous laisser un petit peu de temps. Allez-y. D'accord. J'en pioche encore deux, trois, mais c'est vrai que j'ai le choix. C'est merveilleux. Alors, supprimer les cours criminels, mais bien sûr. Garantir l'indépendance du juge d'instruction, doublement. Parce qu'en fait, les cours criminels, ça permet quoi? Ça permet d'opérer une justice avec une technique d'abattage. Moi qui suis écoféministe, l'abattage n'est bon ni pour les animaux, ni pour la planète, évidemment, ni pour les êtres humains et humaines que nous sommes. Donc, je pense qu'il est important de redorer le blason de la justice et avec toutes ces mesures, vous proposer de la reconstruire car elle a été, j'estime, détruite ces dernières années sous le mandat de Sarkozy. Ça a bien commencé. Je rappelle qu'il a voulu faire supprimer la figure très importante de la justice et indépendante jusqu'à présent. La lutte est dure. Il a voulu faire supprimer le juge d'instruction. Ça n'a pas marché, heureusement. Macron a participé à cette destruction programmée de la justice, comme l'a été l'hôpital, comme l'est l'éducation nationale, je ne vous apprends rien. Donc, il est très important, oui, que nous garantissions l'indépendance du juge d'instruction, que les cours criminels soient supprimés parce qu'on ne peut pas rendre la justice comme si on statuait sur est-ce que la personne va faire 3 mois ou 6 mois de prison parce qu'elle a volé un camembert? C'est pas ça. On n'en est pas là. La justice, on doit la mettre à hauteur du crime. Le viol est un crime, donc il faut une justice digne des crimes de viol en France et en Europe et dans le monde. Créer un statut protecteur pour les lanceuses et les lanceurs d'alerte, évidemment, parce que ces personnes prennent des risques, elles subissent des pressions, or elles ont un rôle important dans la société, elles sont vraiment d'utilité publique. Et je crois qu'il est important aussi que beaucoup de personnes les voient d'une façon bienveillante, parce que lancer l'alerte, ça n'est pas, entre guillemets, ouvrir sa gueule, c'est juste être révolté par une injustice. Donc, quels moyens a-t-on quand on n'est pas, quand on ne travaille pas dans la police, quand on n'est pas journaliste, quand on n'est pas dans un cercle ou dans un métier qui fait qu'on a une portée, c'est-à-dire, voilà, dire ce qu'on veut dire. Donc, les lanceurs d'alerte sont là pour ça, pour dire, moi, je m'autorise de dévoiler ça. Et nous savons que dans le monde, je donne l'exemple d'Assange, Snowden, d'autres personnes
alors à d'autres niveaux, là on parle de finance, mais la politique c'est de la finance aussi, tout est politique dans la vie. Donc voilà, les lanceurs d'alerte et les lanceuses et les lanceurs d'alerte au sujet des VSS doivent être, au même titre que toutes les lanceuses et les lanceurs d'alerte, protégés, évidemment. Il y a énormément de mesures, il y a des mesures très importantes sur la cyberpédocriminalité. C'est quand même la cyberpédocriminalité, quand on lit les chiffres, c'est effrayant, on a juste envie de pleurer. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est depuis le temps que ça existe, hein, ça remonte à l'Antiquité quand même, peut-être même avant, depuis le temps que ça existe, hein, d'utiliser des enfants à des fins sexuelles ignobles. Pourquoi n'a-t-on rien fait? Pourquoi n'a-t-on pas fait assez? Nous sommes en 2022 quand même. Il serait temps de laisser un vieux monde derrière, d'être moderne et de le faire, de protéger les enfants, véritablement. Parce que tout à l'heure, je parlais finances et politique. Plus la pédocriminalité va se développer, plus il va y avoir comment dire, une économie parallèle. De toute façon, elle existe déjà. Elle grandit. Alors, on parle de politique générale. Là, moi, je vais vous parler de la légalisation du cannabis, par exemple. En France, on ne veut pas la légaliser parce que c'est une économie parallèle. Mais moi, j'aimerais bien connaître les chiffres exacts de la pédocriminalité. Pourquoi on ne s'attaque pas à tous les réseaux? Pourquoi on en choisit certains et pas d'autres? Si on veut s'attaquer aux choses à la racine, à la base, moi je dis ça en tant qu'écoféministe, c'est à la racine qu'il faut prendre les choses. Si on veut un monde plus sain, il y a énormément de combats à mener. Nous sommes, je trouve, en France, en retard sur beaucoup de points. Et je pense que nous serions atterrés de connaître les montants financiers qui sont dégagés par les crimes enfin, que la pédopornographie génère. C'est effrayant. C'est effrayant. Pourquoi on ne s'y attelle pas davantage? Pour moi, ça reste un mystère. Et ce que j'aime beaucoup, alors c'est la dernière, mais il y en a d'autres, évidemment. Vous avez tellement travaillé, mais je ne vais pas me plaindre. Il y en a une qui est très importante aussi, c'est l'inscription alors c'est un nom un peu barbare, mais au FIJES. En fait, c'est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Dans ce fichier, normalement, toute personne, qu'elle soit, et c'est très important, mineure ou majeure, parce que les deux, enfin, ça concerne en fait toute personne. Donc les personnes mineures ou majeures qui ont été condamnées pour des peines, normalement, on inscrit ces personnes dans ce fichier au-delà de 5 ans, d'une peine de 5 ans. Sauf que vous proposez qu'on les intègre dès l'instant où il y a une peine liée au VSS. Et je trouve ça extraordinaire parce que moi, je ne vois pas la différence entre un violeur qui a pris une peine de 4 ans et 11 mois et un violeur qui a pris 5 ans et 2 mois. Elle est où la différence? Il n'y en a aucune. Un violeur est un violeur. Et une personne qui a fait ça un jour, qui n'a pas été stoppée, qu'on n'a pas arrêté ou qui n'a pas réalisé qu'elle avait un gros problème et qu'elle devait vraiment, et là vous proposez aussi des choses extraordinaires, être suivie, accompagnée pour ne pas passer à l'acte ou ne pas recommencer. Évidemment qu'il faut inscrire toutes les personnes, c'est comme ça qu'on protège les enfants. La question à se poser, est-ce qu'on veut vraiment protéger les enfants en France? Si on veut les protéger, ce sont des programmes tels que les vôtres qu'il faut suivre. Aujourd'hui, en France, on n'a pas mieux. Voilà. Alors, je vais vous laisser me poser des questions parce que, voilà, sur le sujet, vous le savez, je peux être intarissable. Je vois, et d'ailleurs c'est un bonheur parce que je crois qu'on a toutes envie que ce sujet avance. Je crois qu'à l'avenir en commun, ce qu'on veut, c'est remettre l'humain au cœur des politiques publiques. Et oui, le viol est un crime, donc voilà, on ne le répétera jamais assez. Je pense que déjà, avant de poser d'autres questions, je vais peut-être laisser Viviane Roche vous répondre, puisque toutes les questions que vous avez soulevées, je pense qu'elle a de la matière pour y répondre. Alors, Viviane Roche, c'est à vous. Oui, alors déjà par rapport aux violences sexistes et sexuelles, je voulais aussi renvoyer à l'excellent travail fait par l'équipe Égalité Femmes-Hommes de l'Union populaire. Il faut savoir qu'au sein de la France insoumise, l'Union populaire, il y a une quarantaine d'équipes thématiques.
Donc, autant de livrets d'ailleurs qui sont en train de sortir, ou qui viennent de sortir, et sur tous les sujets. Donc, nous, on est une équipe parmi d'autres, et on travaille en interaction, en relation avec toutes les autres équipes thématiques. Voilà. Donc, vous allez trouver aussi pas mal d'informations sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles avec nos camarades du livret Égalité femmes-hommes. Concernant le livret enfance, c'est vrai que c'est un travail inédit, comme l'avait souligné Claudine, qui n'a, à notre connaissance, jamais été même impulsé dans d'autres mouvements politiques. En fait, notre équipe s'est constituée en 2018. C'était au moment des élections, juste avant les élections européennes. Et on est tout de suite rentré dans cet épisode électoral-là en se rendant compte à quel point c'était la lutte contre la pédocriminalité et la cyberpédopornographie qui n'était pas du tout évoquée dans aucun des programmes politiques, alors que là, pour le coup, à l'échelle européenne, il y a énormément à faire, comme l'avait souligné Claudine. Donc, on est rentré un petit peu par cette entrée-là. Et on a, au cours des années qui ont suivi, là, pendant 4 ans, fait un intense travail de recherche, de documentation, d'audition. On a auditionné des dizaines, alors je n'ai plus tenu compte, mais je crois que c'était 60 ou 70 auditions, à la fois des experts, des auteurs, autrices, des professionnels, des syndicats, des associations, et des citoyens, des citoyennes. Donc un grand travail d'audition. Et à la suite de ça, nous avons rédigé des synthèses sur 19 thèmes, 18 ou 19 thèmes. Ces synthèses, donc, on les a d'ailleurs regroupées dans un ouvrage qui est désormais disponible. Vous trouverez le lien dans le lien de la description de la vidéo, afin de creuser chaque sujet en profondeur. Tout ça nous a permis de constituer ce qui est devenu le volet enfance du programme de Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles de 2022 et qui sont complétés donc par le livret enfance que nous sommes très fiers de vous montrer avec après un travail donc, qui a duré longtemps et qui a rassemblé des dizaines de personnes. Il y a eu plus de 40 personnes qui ont participé au livret, en particulier sur la relecture. C'était un travail collaboratif extrêmement enthousiasmant et enrichissant. Donc, je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnes qui y ont contribué et qui ont permis de rendre tout ça possible. Voilà. Alors, par rapport aux précisions de Claudine, Claudine a parlé à la fois du livret enfance, mais aussi en parlant d'une date. Nous avons aussi préparé un agenda, une feuille de route sur toutes les mesures à poser dans la lutte contre la pédocriminalité. Et c'est un document qui est aussi inédit et qui permet de voir non pas seulement qu'on a pris conscience du phénomène, mais qu'est-ce qu'il faut faire précisément, dans quel ordre, quelles sont les priorités, les urgences à mettre en place pour, en 2 ans, arriver à un résultat qui serait vraiment efficace, parce que c'est beaucoup, comme le soulignait Claudine, une histoire de volonté politique, y mettre les moyens. Donc, les moyens d'un point de vue législatif, ça a été évoqué, puisque au niveau de la loi, il y a beaucoup à faire, en particulier pour lutter contre la correctionnalisation des viols. Par rapport à l'inscription au FIJAS des auteurs d'agressions sexuelles, il s'agit aussi, finalement, comme il y a eu beaucoup d'affaires qui ont été correctionnalisées, les peines sont parfois extrêmement légères, y compris que du sursis, y compris quand ce sont des enfants qui ont été agressés, y compris en récidive. Donc c'est quelque chose qui montre à quel point l'impunité est massive là-dessus. L'impunité est massive et le nombre de victimes est aussi extrêmement important. On estime à l'échelle européenne à 1 enfant sur 5 victimes d'agression ou de violences sexuelles. Et concernant l'inceste, on est à 1 sur 10. Voilà. Donc ça touche des millions de gens.
ça a une des conséquences immenses d'un point de vue de la justice, mais aussi d'un point de vue de la santé. Le livret santé en parle d'ailleurs, tout ce qui est prise en charge du psychotraumatisme et des conséquences, bien sûr, sur le plan judiciaire. Donc, voilà, on voulait déployer les différents axes. Nous allons, nous, aussi insister beaucoup sur le besoin de formation. Formation des professionnels en contact avec les enfants. Donc, en premier lieu, comme Claudine le disait, au niveau des forces de police et de gendarmerie, qui sont formées de façon assez inégale sur le territoire. Malheureusement, ça dépend encore souvent des bonnes volontés qui est locales. Et formation au niveau de la justice, en particulier pour éviter que le syndrome d'aliénation parentale soit encore invoqué dans des cours de justice. On parlait des protecteurs, de protéger les lanceurs d'alerte. Donc nous, dans le livret, dans les lanceurs d'alerte, on comprend à la fois les professionnels qui cherchent à protéger les enfants. Nous avons par exemple Céline Boussier, qui est protectrice, qui est lanceuse d'alerte sur un institut d'enfants atteints de handicap et qui avait porté à médiatiser les maltraitances qu'il subissait. Il et elle subissaient dans cet institut. Soit dit en passant, les violences sexuelles sont extrêmement fréquentes envers les enfants en situation de handicap. Ça, on est sur des chiffres bien plus que 10%. Et donc, Céline Moussier qui a lancé la maison des lanceurs d'alerte, eh bien, on comprend aussi d'autres lanceurs d'alerte. Il y a très, très récemment Eugénie Izard, qui est pédopsychiatre, qui vient d'être interdite d'exercice pendant 3 mois pour avoir porté à la connaissance de la justice la situation d'une enfant de 8 ans qui lui avait révélé des faits d'agression incestueuse. Le père a porté plainte pour immixtion dans les affaires familiales. Donc, il faut absolument protéger les professionnels. Je voudrais aussi rendre un hommage à Morgane Noël-Avers, qui est une psychologue et qui a été assassinée par l'homme mis en cause par un enfant et un enfant qu'elle cherchait à protéger et dont on n'a pas du tout eu d'écho au niveau national, alors que c'était assassiner dans ces conditions, c'est insupportable. Donc lanceurs d'alerte professionnels, mais aussi les lanceurs d'alerte familiaux. Et là, on revient à la thématique du syndrome d'aliénation parentale. Les mères massivement, mais pas que, qui sont accusées de vouloir monter l'enfant contre le père quand on a des faits d'agression sexuelle qui sont dévoilés par l'enfant. Donc, il y a une invalidation de la parole des mères de façon malheureusement trop fréquente. La Civise a interpellé récemment sur ce sujet et a relaté à quel point c'était important et qui pouvait même conduire à des peines de prison pour la mère pour non-représentation d'enfants, puisqu'il y a un tel cloisonnement entre la justice des enfants et la justice familiale qu'un enfant doit être remis à son père pour des week-ends, alors que parallèlement, il y a une enquête sur ce père-là pour des faits d'agression ou de violence, quoi. Donc, le décloisonnement fait partie de nos mesures, bien sûr. Et là-dessus, avant tout, écouter les enfants. Voilà. Il y a tellement de situations qui n'auraient pas lieu si enfin on prenait en compte la parole des enfants. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils parlent avec leurs mots que on ne faut pas prendre acte, en fait. Ils ont le droit au respect et ils ont le droit aussi à la sécurité, à la protection. Et c'est pour ça que nous, on voudrait mettre en place le principe de précaution parce qu'on ne peut pas, au nom de du respect de la présomption d'innocence, risquer de confier l'enfant à un adulte, alors que l'enfant accuse cet adulte, le désigne avec déjà la difficulté pour un enfant de se confier d'agression sexuelle. Voilà. Là, les droits des enfants, ils sont bafoués comme pas possible. Donc, les droits des enfants, c'est notre premier chapitre, c'est le plus important. C'est de là que découle tout le reste. Et donc, la Convention internationale des droits de l'enfant, la France, elle est signataire de cette convention, et pourtant, elle n'est pas appliquée sur de nombreux points, dont ça, par rapport à
à l'expression des enfants aussi. Nous, on propose le droit de vote à 16 ans parce que les jeunes, ils ont leur opinion politique, elle est tout à fait respectable. On ne peut pas se plaindre de l'abstention, mais n'avoir pas habitué les enfants et les jeunes à ce que leurs paroles soient prises en compte. Concernant les droits des enfants, on va parler très rapidement aussi de la santé, mais il y a de nombreuses pratiques qui sont bien sûr extrêmement favorisées par notre société capitaliste qui essaye de faire de l'argent avec tout, et y compris avec la santé de nos enfants, concernant la malbouffe, concernant tous les risques de santé environnementaux, avec les clusters de cancer pédiatrique. C'est pour ça aussi que l'écologie est tellement importante au niveau de l'Union populaire. Et donc la santé, le logement, il y a des milliers d'enfants à la rue en France en 2022. Donc ça, c'est pas possible. Il y a des moyens de le faire. On peut faire des réquisitions de logements. On peut, et aussi, on peut s'occuper des familles plutôt que placer un enfant parce que les conditions de vie à son foyer ne sont pas adéquates, alors que alors que le lien avec ses parents est de qualité. Et donc, pourquoi laisser les parents à la rue et placer l'enfant pour un coût supérieur à la mise à l'abri de toute la famille? Donc, Claudine parlait des économies qu'on pourrait faire sur des procédures judiciaires plus précises, mais de façon générale, tout l'argent qu'on met en protection d'enfance et pour le respect des droits des enfants, c'est de l'argent récupéré après au centuple sur tout ce qui est politique publique. Jean-Luc Mélenchon parle en matière de retraite du coût de ne pas mettre la retraite à 60 ans, qui est important. Eh bien, on peut aussi parler du coût de ne pas protéger les enfants, qui est extrêmement important, que ce soit par rapport au psychotraumatisme, que ce soit au niveau de l'aide sociale à l'enfance, tout ce qui est à rattraper derrière quand on n'a pas mis les moyens avant. Et de ne pas mettre les moyens avant, c'est aussi délétère pour les professionnels. Parce que les professionnels, ils ont tellement de difficultés à remplir les missions qu'on leur confie en sabrant les budgets, en leur demandant toujours plus avec moins de moyens, qu'on a un coût humain énorme à ce niveau-là. Beaucoup de professionnels qui sont en souffrance, qui n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail, et donc des enfants qui n'ont pas les conditions d'accompagnement garanties. Et ça, je laisserai Janice en parler un peu plus en avant concernant le secteur de la petite enfance. Je vais finir sur un dernier point qui me porte à cœur, puisque vous avez entendu que j'étais sage-femme, c'est une naissance dans la dignité. On parle de décès, de mort dans la fin de vie dans la dignité, mais aussi un début de vie. Là aussi, les coupes budgétaires dans la périnatalité, dans la santé de façon générale, mais quand on a une maternité sur 3 qui a fermé en 30 ans, on ne peut pas... voilà, il y en a des accouchements sur le bord de la route, on a des femmes qui sont pressées d'accoucher parce que ça s'enchaîne derrière. On a la thématique des violences obstétricales qui touche aussi les bébés. Donc là aussi des professionnels en souffrance qui voudraient faire leur travail comme tout le monde le mérite. Voilà, on parle quand même d'un accouchement, de naissance, et de façon générale de la prise en compte des femmes dans la santé, des enfants. Voilà, toutes les personnes qui sont sensibles à l'emprise du patriarcat voient très bien ce dont je veux parler. Je pense avoir rebondi sur l'essentiel des questions soulevées par Claudine. Je propose de laisser la parole à Janice, et puis si après il y a quelques échanges qui ont lieu, avec grand plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, par rapport à la petite enfance, je peux essayer de rebondir aussi par rapport à ce que disait Viviane au niveau de l'obstétrique. Donc, dans un ordre chronologique, on va dire que les enfants sont amenés à subir différentes violences qui peuvent être intrafamiliales, mais aussi institutionnelles. Donc, en ce qui concerne la petite enfance, les enfants vont arriver chez l'assistante maternelle ou dans un lieu d'accueil tel qu'une crèche, en ayant déjà un vécu donc de 2 mois et demi, on va dire, si c'est la fin officielle du congé maternité actuel, c'est 2 mois et demi.
Donc, la relation est déjà construite avec les parents. L'enfant a déjà une histoire liée autour de la grossesse, du projet d'enfant, de la grossesse, de l'accouchement, comment il s'est déroulé. Est-ce que l'attachement a pu se faire? Est-ce que la relation parent-enfant était satisfaisante? Est-ce qu'on a respecté la santé psychique et physique de la cellule familiale? Et donc, les bébés arrivent avec leur famille, avec toute cette histoire-là. Et on peut déjà mesurer dans les lieux d'accueil effectivement que l'enfant a déjà un passif qui peut être douloureux et que les droits des enfants n'ont pas été respectés déjà depuis quelques mois. Donc, ce qu'on peut déplorer actuellement et qu'on a envie de faire changer grâce au programme de l'avenir en commun, c'est, là, on le découvre depuis une dizaine d'années, la marchandisation de la petite enfance. En ce qui concerne les modes de garde, mais en ce qui concerne aussi le matériel de puériculture, la formation. Donc, d'un coup, les gestionnaires, les capitalistes se sont rendus compte que c'était hyper rentable et qu'on ne s'était pas mis suffisamment tôt dans ce secteur, tout en se disant qu'en fait, qui est-ce qui s'occupait de la petite enfance avant? C'était les femmes, la mère, la famille. Après, c'était les structures religieuses, les structures sociales et les structures aussi médicales. Et là, d'un coup, c'est les entreprises qui ont commencé à s'intéresser à notre secteur. Donc, on a vu baisser la qualité d'accueil, on a vu arriver la rentabilité dans un lieu d'accueil, ce qui est complètement un oxymore, comme à l'hôpital ou en gériatrie, on ne peut pas être rentable. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation qu'en gériatrie. On va économiser sur les couches, sur les repas. Il va y avoir moins de personnel pour s'occuper des enfants accueillis. Et le pire dans cette situation, c'est que les petits-enfants n'ont pas forcément le moyen d'exprimer par des mots, par des argumentaires, de pouvoir raconter ce qui leur arrive tous les jours. Les professionnels sont elles-mêmes en souffrance et font du mieux qu'elles peuvent et au bout d'un moment, elles ne peuvent plus. Les familles ne se rendent pas forcément compte des difficultés qu'il peut y avoir dans les structures d'accueil ou même les difficultés dans lesquelles sont les assistantes maternelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu exploser aussi avec le Covid. Tout est apparu de façon complètement exponentielle. Tout ce qui n'allait pas a empiré de façon horrible pendant le Covid. Donc, dans les structures d'accueil, on va chercher à économiser. Du coup, on va le faire sur le personnel. Donc, il va y avoir moins de professionnels, moins formés. Et on va même, des fois, dans des villes, fermer les crèches plus tôt et les ouvrir plus tard le matin. On va réduire les temps d'accueil, mettant ainsi en difficulté les parents salariés. Donc, la petite enfance, ce n'est pas juste les structures d'accueil aussi, c'est… au niveau institutionnel, il y a aussi les lieux d'accueil enfants-parents parce qu'on se rend compte de plus en plus avec la pression du monde de l'emploi qu'il faut travailler coûte que coûte. On va mettre tout le monde au boulot, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, on va les laisser plus longtemps dans le salariat. Du coup, les parents ne sont pas dans une bonne situation pour pouvoir éduquer leurs enfants, prendre le temps de se découvrir, de se connaître, d'accompagner le développement des enfants. Donc, actuellement, il y a des politiques de soutien à la parentalité et ce qu'on peut remarquer, que c'est plutôt des mesures esthétiques et pas vraiment efficientes et qui sont de l'ordre des projets qui vont être sous forme d'épisodes et qui ne vont pas se construire dans la durée, alors qu'éduquer un enfant, c'est dans la durée et c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de partenariat, que ce soit au sein d'une famille, dans une structure ou justement dans cet accord famille-structure accueillante. Donc, par rapport au programme de l'avenir en commun, on parlait justement du respect de la naissance respectée. Et en fait, il y a vraiment aussi quelque chose qui est très important, c'est le respect de l'humain, le respect de la cellule familiale. Finalement, on n'est pas tous obligés de mettre notre petit bébé à 2 mois et demi dans une structure entourée de plein d'enfants. Le respect de la parentalité de l'enfant, c'est aussi de pouvoir avoir le choix de travailler, d'être salarié, de travailler à temps plein ou à temps partiel, de partager le congé parental ou d'être en congé parental conjoint. C'est la possibilité aussi de maintenir les liens familiaux, que les parents puissent être entourés également des grands-parents. Donc, finalement, tout est lié. Tout à l'heure, vous parliez d'écoféminisme. Et effectivement, les êtres humains, ils ont besoin d'être reliés aux autres, entre toutes les générations. Ils ont besoin aussi de prendre le temps de la nature, le temps de l'éducation, le temps des relations. Donc, effectivement, ça peut sembler très étrange qu'on parle de violence au sein d'une crèche ou dans une famille quand il y a un petit bébé, mais c'est justement
dans les endroits où il y a des personnes, où les êtres les plus fragiles et les plus silencieux, disons, les plus en incapacité de s'exprimer, ben, c'est là où il y a le plus de violence. Donc, c'est vrai qu'on peut faire le lien, effectivement, entre les violences qui sont faites aux enfants et les violences qui sont faites aux femmes, puisque ce sont les mêmes ressorts de domination qui ressortent et du coup, les mères les ressentent encore plus fortement, justement, comme vous disiez tout à l'heure, quand elles veulent être protectrices. Et c'est ça aussi le grand paradoxe des professionnels du social, de la petite enfance, du médical, du grand âge, du médico-social, c'est qu'on est mobilisé pour les usagers et qu'en fait, on va tenir coûte que coûte dans un travail qui devient complètement illogique. Et en fait, on va continuer et accepter les pires conditions parce qu'on va porter à bout de bras les usagers. Et en fait, il faut que ces violences arrêtent parce que notamment dans nos métiers, on a aussi beaucoup de femmes et on a intégré depuis qu'on est petite fille, mais les hommes aussi, on a tous intégré les systèmes de domination sans les dire et on va même les soutenir parfois par notre silence, même s'ils nous heurtent, parce qu'en fait, c'est comme ça que la société tient, par toutes ces dominations. Donc, c'est vraiment important de faire le lien entre toutes ces dominations et de se dire aussi qu'il n'y a pas de sujet tabou. C'est à cause du tabou que ces violences perdurent. Donc, dans le programme est prévu aussi de former les professionnels, de faire, comment dirais-je, d'anticiper sur, de faire de la prévention. Donc, il ne faut pas non plus se censurer nous-mêmes, les professionnels. Il faut parler des vrais problèmes, il faut parler des violences conjugales, parce que quand on est dans une crèche et qu'on est une équipe de 15 collègues, eh ben, hélas, il y a forcément une de nos collègues qui a pu être victime de viol, de violences conjugales, qui a aussi des problèmes liés à sa maternité. Sans oublier aussi qu'on a toutes, nous les femmes, l'injonction à la maternité, que quand on n'a pas d'enfant parce qu'on ne veut pas ou parce qu'on ne peut pas, on va tout le temps nous remettre ça dans le sujet, nous culpabiliser. Et puis, une fois qu'on a des enfants, et ben, du coup, rien n'est fait pour qu'on puisse s'en occuper d'une bonne façon. Donc, effectivement, il y a aussi le paradoxe des professionnels qui doivent être à la fois des bonnes mamans et des bonnes professionnelles, alors qu'aucun de ces milieux ne nous permettent de vivre ces aspects de nos vies différemment de façon qualitative. Alors, effectivement, on peut se dire qu'il y a aussi des parents alliés, des papas alliés, des hommes qui sont alliés dans nos causes. Et on peut aussi citer, en quelque sorte, oui, des lanceurs d'alerte, mais aussi des personnes qui ont fait des témoignages importants en tant qu'hommes, et il faut le souligner. Donc, vous avez par exemple Yass Loufoque qui a été auditionné pour le programme. Vous avez aussi le rugbyman Sébastien Bouey qui a créé l'association Colosse au pied d'argile. Donc, tous ces sujets-là, parce qu'on a été tous enfants, il faut qu'on s'en saisisse et qu'on y travaille tous ensemble pour faire avancer ces progrès humains pour les enfants. Parce qu'en fait, comme on le disait, ces enfants grandissent et vont devenir des adultes et c'est important qu'on arrête de reproduire toutes ces violences et même si on n'en est pas auteur, qu'on puisse aussi les dénoncer et empêcher qu'elles se reproduisent. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Après, effectivement, la petite enfance, c'est les modes de garde, mais pas seulement. La petite enfance, ce n'est pas que du gardiennage, c'est aussi prendre soin de la santé des enfants, de la santé psychique, mais aussi de leur développement psychomoteur. Un enfant, il peut très bien se développer à son domicile, avec ses parents, avec sa maman toute seule, avec ses grands-parents, avec son père. Il peut aussi très bien se développer dans un mode d'accueil chez une assistante maternelle. On souhaite aussi que les petits-enfants qui sont placés, donc qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, soient aussi non seulement protégés, mais aussi qu'on leur permette de grandir dans de bonnes conditions. C'est pour ça que dans le programme, il y a quand même une attention particulière aussi à l'aide sociale à l'enfance et à la PMI pour qu'il y ait les moyens de travailler et d'accompagner les enfants. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut véhiculer le fait que l'éducation, ce n'est pas qu'une affaire de femmes et que c'est une affaire de société. En Afrique, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et je crois qu'il faut qu'on s'en inspire. Donc, hommes et femmes, nous devons travailler ensemble pour l'éducation des enfants, pour une société plus égalitaire, tout simplement. Madame Cordani, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce qui a été dit là tout au long de cette présentation du livret enfance ?
Oui, tout à fait. Je voulais apporter une précision tout à l'heure. Quand il était question d'impunité, je voulais rappeler que dans des affaires pour des mises en accusation de viol, parfois, souvent, de plus en plus souvent, je trouve, on apprend qu'il y a un non-lieu. Je voulais simplement rappeler que un non-lieu, ça ne veut pas dire que rien n'a eu lieu, qu'il ne s'est rien passé. Ça dit simplement, si on se met sur le plan de la loi en France, en fait, ça a un rapport avec les preuves. Ça veut tout simplement dire que les preuves pour incriminer un auteur de viol ne sont pas suffisantes et donc un non-lieu est prononcé. En gros, ça veut dire que ça n'est pas parce qu'un non-lieu est prononcé que le violeur n'en a pas été un. Donc ça, c'est très important, je trouve. Et je voulais dire, que quand je vous entendais parler, développer le programme que vous connaissiez bien sûr par cœur, puisque vous, ça fait de longs mois, des années que vous travaillez sur tout cela, moi, je pense, je reste persuadée en tant qu'écoféministe que on peut mesurer la dignité d'une société et la dignité d'un pays en regardant ce qu'elle met en œuvre pour veiller à la base. La base, ce sont les graines. Les graines d'une société, ce sont ses enfants. Moi, ce jour, je le répète, je n'ai pas vu de programme qui soit, qui est pensé en fait à protéger les enfants partout, tout le temps, parce que vous y avez pensé, partout, tout le temps. Je pense que si on n'agit pas à tous les niveaux, en permanence, pour tous les enfants, c'est-à-dire l'inclusion, c'est vraiment un mot très important. Aucun enfant ne doit être laissé sur le bord de la route. Aucun, pas la moitié d'un. Donc, je pense qu'on évalue la dignité d'une société en sa volonté de mettre en œuvre et de se donner les moyens. Les moyens, elle en a, donc on en revient à la volonté de vraiment s'occuper des enfants. En 2022, il est vraiment temps. Donc, d'avance, merci beaucoup pour ce travail et vraiment bravo. Bien, merci beaucoup. Alors, ça me rappelle ce qu'on dit chez moi, à l'île de la Réunion. Tia, chi coupe gros bois. Donc, je crois que J'adore. si on veut, on peut, et même avec peut-être des petits moyens, on peut y arriver du moment qu'il y a une vraie volonté politique derrière. Donc, je vais peut-être terminer pour laisser la parole à Viviane Roche sur une question qu'on a peut-être que trop peu abordée lors de cette présentation, c'est le service public de l'enfance. Oui, merci Karine. Donc, en effet, Karine, tu disais que tu es à La Réunion. Moi, je suis en Nouvelle-Calédonie. Je voulais aussi préciser qu'en Outre-mer, les problématiques concernant les enfants s'accumulent encore plus. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, le congé paternité pour les hommes, il est de 2 jours seulement. Et il y a plein de situations comme ça où on se rend compte qu'il y a une grosse inégalité envers les enfants, les familles, et ce n'est pas dans le bon sens. Donc il y a beaucoup à faire là-dessus, et c'est pour ça qu'on parle aussi de ce plan de rattrapage dans les Outre-mer concernant la protection de l'enfance et de façon plus générale, une meilleure prise en compte des besoins des familles. Cette inégalité, on la retrouve aussi entre les départements, parce qu'à l'heure actuelle, l'aide sociale à l'enfance est décentralisée, donc c'est une compétence des départements, et donc ça tient beaucoup de la politique locale, si on a des élus qui sont investis, motivés, ou si on a des élus qui considèrent que la principale menace, ce sont des enfants étrangers, parce qu'ils ne sont pas nés sur le sol français. Donc, cette inégalité de traitement est insupportable pour nous tous. Et donc, voilà, on voudrait recentraliser la protection de l'enfance, bien sûr en s'appuyant sur les associations qui sont déjà existantes et qui, pour la majorité, font un travail formidable, malgré le manque de moyens et malgré la visibilité qu'ils ont de façon minime, projet par projet, au lieu d'avoir quelque chose de pérenne.
Voilà. Donc, cette recentralisation de la protection de l'enfance s'intégrera dans un service public de l'enfance qui va être composé de plusieurs parties. Donc, la protection de l'enfance, mais aussi un service public de la petite enfance avec la planification de centaines de milliers de places, que ce soit en mode d'accueil collectif, comme disait Janice, aussi chez les assistantes maternelles, mais aussi permettre d'autres modalités de congés parentaux pour les parents. Nous, au niveau du service public de l'enfance, on mettra en place de nombreux éléments concernant en particulier la formation, j'en avais parlé un petit peu. Claudine avait évoqué aussi par rapport à l'âge de 18 ans, en effet, les enfants, avant 18 ans, on est enfant. Et dans toutes les années qui ont précédé, et encore sous la mandature Macron, il y a un durcissement de la justice des mineurs. Et là, je vous renvoie aux excellents travaux de Hugo Bernalicis concernant la justice des mineurs et la nécessité d'un code de l'enfance pour les protéger, parce qu'il s'agit avant tout d'enfants en situation de danger. Et concernant les autres thèmes qu'on a un peu survolés, on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus, mais sur la pauvreté des enfants et éradiquer la pauvreté des enfants, ce sont des mesures qui sont nombreuses et que l'on peut mettre en place, que ce soit la cantine gratuite, que ce soit le blocage des prix sur les premières nécessités, que ce soit la hausse du SMIC pour les parents. Enfin, il y a tout un plan de lutte contre la pauvreté que vous retrouverez dans les plans de l'Union sur le site de Mélenchon 2022, sur le site de l'Union populaire. Voilà. Il y a encore beaucoup à dire. On peut en parler sur de la PMI, qui là aussi doit faire toujours plus avec moins de personnel, la médecine scolaire qui est aussi en grande difficulté. Là, je vous renvoie au livret éducation. Donc, voilà. La thématique de l'enfance est extrêmement transversale. On peut voir tous les sujets qui sont en lien, l'éducation culturelle et artistique. Enfin, voilà, j'en ai forcément oublié parce que ça imprègne toute notre société, puisque voilà, s'il y a bien quelque chose qu'on a en commun, c'est l'enfance. On a tous été enfants. Et à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, il y a des enfants qui ont besoin d'un coup de main. Il y a des familles en détresse. Et toute la philosophie de l'Union populaire, c'est cette solidarité entre nous. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent pour cette émission, pour cette restitution du travail. On espère que le plus de monde pourra diffuser, partager cette émission, montrer-la à tout le monde, parce que voilà, c'est tellement important pour nous tous et nous toutes. Merci vraiment à tout le monde d'avoir été présent. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.